C'est ainsi pourtant qu'on lui restitue son vrai nom, celui de la déesse grecque de l'amour, et qu'on rappelle que Milo, c'est l'île de Mélos, ou Milos. C'est sans doute le 8 avril 1820 que le buste de la statue a été découvert par un paysan de Mélos qui creusait son champ. Le hasard voulut que ce soit en présence d'un élève de marine français, Olivier Boutier, de l'équipage dans les bateaux qui croisaient en mer Égée pour protéger les intérêts de la France. Passionné d'antiquité, il exhorte le paysan à poursuivre sa fouille. Apparaît alors la partie inférieure de la statue, avec un ensemble de fragments isolés, dont quelques-uns s'étaient détachés de la pièce. Conscient de l'importance de la découverte, Boutier dessine sur place les deux moitiés exhumées. Puis, en compagnie du consul de France, il traite avec le paysan et les chefs de l'île. Certains revendiquaient l'œuvre pour un prince diplomate à Constantinople, mais le paysan promet d'attendre. Informé, l'ambassadeur de France auprès des Turcs, alors maître de la Grèce, dépêche un secrétaire. Il était temps. Au moment où son bateau pénètre en rade de Milo, une chaloupe transportait la statue sur un autre navire. Le paysan s'était laissé corrompre. Suivent quelques événements confus au terme desquels l'accord se fait. Dûment payé, la sculpture devient la propriété de l'ambassadeur et passe sur le bateau français. Elle fera avec lui un long périple dans les eaux du Levant avant d'aborder à Toulon le 1er décembre 1820. Acheminée vers Paris, elle est offerte au roi Louis XVIII le 1er mars 1821. Le roi en fait aussitôt don au Louvre. Telle est fortement résumée l'histoire de l'acquisition de la Vénus de Milo, histoire que l'amertume des uns, la vanité ou l'ambition des autres a souvent déformée. Objet de polémique quant aux circonstances de sa découverte, la Vénus devait encore attiser les querelles lorsqu'on entreprit de reconstituer sa forme et d'interpréter son geste. La statue est donc composée de deux blocs en marbre de Paros, qui se rejoignent au bas du bassin. Parmi les restaurations du XIXe siècle, seule subsiste l'extrémité du nez. Mais le pied gauche, en plâtre, a été retiré. Quant au bras qui manquait déjà lors de la découverte, comme en atteste le dessin de Boutier, le problème de leur reconstitution a maintes fois été abordé. À droite de la taille, une cavité, aujourd'hui bouchée, recevait la pièce de métal qui supportait le bras droit. Il devait donc traverser obliquement le buste et la main devait effleurer le haut de la cuisse gauche. Quant au bras gauche, travaillé séparément, son arrachement indique une position plutôt élevée. Mais que n'a-t-on placé dans les mains que l'on a imaginées pour la statue? C'est ainsi qu'on a rêvé Artémis tenant un arc, Amphitrite appuyé sur le trident, une Danaïde s'apprêtant à répandre l'eau d'une jarre. Mais il semble acquis que la statue représente Aphrodite, comme tant d'autres figures apparentées dont l'identité est claire. Le nom d'Aphrodite, toutefois, ne rétablit pas la paix. Tel l'imagine se regardant dans un miroir. Tel autre la voit guerrière, la pique à la main. Celui-là lui fait porter des couronnes. On n'a pas manqué d'utiliser un fragment meurtri recueilli avec le marbre de Milo, une main tenant une pomme. La déesse ne tenait-elle pas le trophée reçu des mains de Paris? Quelques-uns l'ont replacé dans un groupe. Des compositions d'époque romaine montrent en effet le couple impérial comme l'association d'une figure féminine dans l'attitude de la Vénus, mais souvent vêtue, et d'une figure virile qui reprend le type d'une statue du dieu Arès. La Vénus de Milo n'aurait-elle pas eu à ses côtés Arès, le dieu de la guerre, dont elle chercherait à fléchir l'humeur farouche? Ou n'est-ce pas plutôt l'enfant Eros, l'objet de sa sollicitude, comme le suggère un petit groupe hellénistique du musée de Kos? Bien sûr, toutes ces tentatives sont vaines. Bornons-nous donc à observer ce que nous voyons. D'une proportion imposante, plus haute que nature,
La statue frappe pourtant par sa mobilité. Le corps s'inscrit dans l'espace par une torsion qui l'anime tout entier. L'impassibilité du visage contraste avec cette agitation du corps, comme s'opposent les surfaces unies du torse et le relief accidenté de l'étoffe dont les plis ruissellent sur la jambe droite. C'est là que porte le poids du corps. L'autre jambe, en repos, s'écarte et s'incline. La situation surélevée du pied manquant provoque la flexion et l'avancée du genou. À partir de là, et en remontant, le mouvement se renverse, le corps se retire vers l'arrière, tandis que les hanches s'inclinent à l'inverse de la jambe gauche. Le profil généreux de la hanche droite décrit une ample courbe augmentée par la chute du vêtement sur la cuisse droite. Et c'est de cette épaisse ceinture de plis qu'émerge le ventre splendide, large comme la mer, comme le chantait Rodin, et ses reins somptueux, dont le modelé marie la puissance et la grâce. Si la taille haut placée marque à peine l'horizontale, le buste s'infléchit dans une direction qui contrarie celle du profil des hanches. La ligne des épaules, fortement inclinée, s'élève cette fois de l'épaule droite vers l'épaule gauche, et l'inclinaison s'enrichit d'un mouvement de torsion qui fait pivoter le buste. Celui-ci étonne par sa minceur. Son aspect gracile élance la silhouette comme la sveltesse du cou et le volume réduit de la tête que les cheveux n'alourdissent pas. Quant au trait, il donne l'impression de la régularité, quoique légèrement asymétrique, correction optique pour un visage conçu pour être vu de 3/4. Et sous l'arc harmonieux des sourcils, les yeux laissent flotter un regard lointain, d'aucuns diraient hautain, dont le mystère tient surtout au tracé estompé de la paupière inférieure. Une telle physionomie, qui se veut impersonnelle et sereine,